On leur avait dit que les soldats américains étaient des démons, des monstres qui les tortureraient, abuseraient d'elles et les laisseraient mourir dans des fossés. Mais lorsque 247 femmes japonaises descendirent du navire de transport dans la baie de San Francisco, le 12 septembre 1945, l'ennemi ne les brisa pas par la violence. Il les brisa avec quelque chose de bien plus dangereux, de la gentillesse et du chocolat, et des sourires qui n'avaient aucun sens. Ces femmes s'attendaient à la mort. Au lieu de cela, elles eurent des douches chaudes, des lits avec des draps propres et des soldats qui leur ouvraient les portes. Au 3e jour, les chuchotements avaient commencé dans les baraquements. Nous n'avons jamais vu des hommes comme ceux-ci. Ce qui arriva ensuite briserait tout ce qu'elles croyaient sur les ennemis, sur l'honneur et sur elles-mêmes. Si des histoires comme celle-ci vous fascinent, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Ces récits véridiques de la Seconde Guerre mondiale révèlent l'humanité, cachée sous l'horreur de la guerre. Le brouillard de septembre était épais sur la baie de San Francisco, transformant le monde en gris et froid. Le navire de transport fendait l'eau lentement, ses moteurs gémissant comme quelque chose d'épuisé. Sur le pont, 247 femmes japonaises se tenaient en groupe serré, leurs mains agrippant les rambardes, leurs yeux écarquillés de terreur. La plupart étaient jeunes, entre 18 et 30 ans. Elles avaient servi comme infirmières, opératrices radio, traductrices, et commis pour l'armée impériale japonaise à travers le Pacifique. Maintenant, elles portaient des uniformes déchirés, leurs cheveux emmêlés et sales, leurs visages creusés par des semaines de maigres rations à bord du navire. Certaines serraient de petits sacs contenant tout ce qu'elles possédaient, d'autres n'avaient rien du tout. L'odeur de l'eau salée mélangée au carburant diesel remplissait l'air. Les mouettes criaient au-dessus de leur tête, tournant autour du navire comme des vautours. À travers le brouillard, le pont du Golden Gate émergea lentement, ses tours rouges s'élevant comme un rêve impossible. Les femmes le fixaient en silence. Aucune d'entre elles n'avait jamais rien vu de tel. Au Japon, la plupart des ponts avaient été bombardés en décombres. Ici se trouvait un pont qui semblait toucher le ciel. Intact, parfait, impossible. Ils nous tueront quand nous débarquerons, chuchota Ko, une infirmière de 22 ans d'Osaka. Sa voix tremblait alors qu'elle parlait à la femme à côté d'elle, Yuki, qui avait travaillé comme opératrice radio aux Philippines. Yuki ne répondit pas. Elle fixait simplement le rivage qui approchait, sa mâchoire serrée. Elle avait vu ce qui arrivait aux prisonniers. Elle avait entendu les histoires. Les officiers de propagande leur avaient dit encore et encore que les Américains étaient des sauvages. Ils tortureraient les femmes japonaises. Ils les dépouilleraient de leur dignité. La mort serait une miséricorde comparée à ce qui les attendait. La corne du navire retentit 3 fois, profonde et lugubre. Les femmes tressaillirent au son. Certaines commencèrent à pleurer doucement. D'autres murmurèrent des prières aux ancêtres, demandant de la force. Quelques-unes restèrent figées, incapables de bouger, incapables de penser, leurs esprits vides de peur. Lorsque le navire accosta au quai militaire, des soldats américains apparurent sur le quai en contrebas. Des dizaines d'entre eux se tenaient en formation lâche, fumant des cigarettes, discutant de manière décontractée entre eux. Les femmes se pressèrent plus près des rambardes, regardant en bas ces hommes qu'on leur avait appris à craindre. Mais quelque chose n'allait pas. Les soldats ne grondèrent pas. Ils ne criaient pas de menaces. Ils ne pointaient même pas leurs fusils vers le navire. Ils se tenaient juste là à attendre. Certains d'entre eux riant de quelque chose qu'un de leurs amis avait dit. Un soldat fit un signe de la main vers le navire, un geste décontracté, presque amical. Ko agrippa le bras de Yuki. « As-tu vu ça ?» Il a fait un signe. « C'est peut-être un piège, » chuchota Yuki en retour, « pour nous faire sentir en sécurité avant. » Elle ne termina pas la phrase. Aucune d'entre elles ne voulait imaginer ce qui venait après avant. La passerelle descendit avec un claquement métallique. Des officiers américains apparurent, en haut de la rampe, des porte-documents à la main, criant des ordres en anglais que les femmes ne pouvaient comprendre. Un traducteur, un soldat américain d'origine japonaise, s'avança et parla dans leur langue. « Vous sortirez du navire en file indienne. Vous serez enregistrés, recevrez des examens médicaux et on vous attribuera des quartiers. Aucun mal ne vous sera fait. Vous êtes prisonnières de guerre sous la protection de la Convention de Genève. » Les femmes se regardèrent, confuses. Convention de Genève ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Ko n'avait jamais entendu ces mots auparavant. Yuki l'avait fait, mais seulement en chuchotement jamais expliqué. Elles commencèrent à bouger lentement, à contre-cœur, descendant la passerelle. Chaque pas donnait l'impression de marcher vers une exécution.
le bois craquait sous leurs pieds, le brouillard tourbillonnait autour d'elles. Et en bas, les soldats américains attendaient, les regardant descendre avec des expressions qui n'étaient pas en colère, n'étaient pas cruelles, mais quelque chose d'entièrement différent. Curieuse, presque douce. Le pied de Ko toucha le sol américain pour la première fois. Elle s'attendait à ressentir de l'horreur. Au lieu de cela, elle ne ressentit que de la confusion parce que le premier soldat qu'elle croisa lui sourit. Pas un sourire cruel, pas un sourire moqueur, juste un sourire. Et c'était d'une certaine manière plus terrifiant que n'importe quelle arme. Les femmes furent conduites dans un grand bâtiment blanc qui sentait le désinfectant et quelque chose de floral qu'elles ne pouvaient identifier. À l'intérieur, des infirmières américaines attendaient, leurs uniformes impeccables et propres, leurs visages calmes et professionnels. C'était la première surprise. Des femmes. Les Américains avaient envoyé des femmes pour les traiter. « Veuillez retirer vos uniformes et les placer dans ces sacs », dit le traducteur. « On vous donnera des vêtements propres après votre examen médical et votre douche. » La panique se propagea dans le groupe. Retirer leurs uniformes devant des étrangers. Ko sentit son visage brûler de honte. Au Japon, la pudeur était tout. Être vue déshabillée par des étrangers était une humiliation pire que la mort. Mais quel choix avait-elle ? Lentement, à contre-cœur, elles commencèrent à se déshabiller. Certaines femmes tournèrent le dos, essayant de se cacher. D'autres bougèrent rapidement, comme si la vitesse pouvait d'une manière ou d'une autre effacer la honte. Les infirmières américaines se déplaçaient parmi elles avec une efficacité douce, n'offrant aucun jugement, aucune moquerie. Elles tendaient simplement à chaque femme une serviette blanche et pointaient vers la salle suivante. L'examen médical fut rapide mais approfondi. Les infirmières vérifiaient les blessures, les infections et les signes de maladie. Elles prenaient des notes sur des porte-documents, parlaient en anglais doux entre elles et souriaient occasionnellement de manière rassurante aux femmes effrayées devant elles. Une infirmière remarqua les mains tremblantes de Ko et posa doucement sa propre main sur l'épaule de Ko. « Ça va aller », dit l'infirmière en anglais, bien que Ko ne comprit pas les mots, mais elle comprit le ton. Elle comprit la gentillesse dans les yeux de la femme. Ko éclata en sanglots. Puis vinrent les douches. Elles furent de conduite dans une grande pièce carrelée où des dizaines de pommeaux de douche bordaient les murs. La vapeur remplissait l'air, chaude et épaisse. Le traducteur expliqua qu'elles devaient se laver soigneusement, que du savon serait fourni, qu'elles devaient prendre tout le temps dont elles avaient besoin. Du savon, du vrai savon. Les femmes restèrent figées, fixant les pains de savon blanc posés sur de petites étagères sous chaque pommeau de douche. Elles les prirent lentement, comme si elles manipulaient quelque chose de précieux et fragile. Le savon était lisse, lourd et sentait les fleurs, comme les lilas au printemps, comme un monde qui n'avait pas été détruit par la guerre. Yuki ouvrit l'eau et haleta lorsque de l'eau chaude se déversa sur elle. De l'eau chaude, pas tiède, pas froide, chaude. Elle n'avait pas senti d'eau chaude depuis plus d'1 an. Dans les hôpitaux de campagne où elle avait travaillé, elles avaient eu de la chance d'avoir de l'eau du tout. Autour d'elle, d'autres femmes pleuraient en se lavant. Certaines riaient à travers leurs larmes, le son aigu et presque hystérique. D'autres se tenaient simplement sous l'eau, la laissant couler sur leur visage, leurs cheveux, leur corps, lavant des mois de saleté et de peur et d'épuisement. Ko frotta sa peau jusqu'à ce qu'elle devienne rose. Elle lava ses cheveux 3 fois, travaillant ses doigts à travers des nœuds qui avaient semblé permanents. Le savon moussait épais et blanc, et l'odeur de fleurs l'entourait comme un rêve. Elle pensa au jardin de sa mère à Osaka, à la façon dont les fleurs de cerisier sentaient en avril avant que la guerre n'arrive. Quand elles émergèrent finalement, on leur donna des sous-vêtements propres, de simples robes grises et des chaussettes en coton doux. Les robes étaient simples mais propres, et elles leur allaient raisonnablement bien. Certaines femmes se regardèrent dans les miroirs sur le mur, reconnaissant à peine leur propre reflet. Propres, elles avaient en l'air propres. Une femme plus âgée nommée Tomoko toucha son propre visage dans le miroir, ses yeux écarquillés. « J'avais oublié », chuchota-t-elle. « J'avais oublié que je pouvais avoir cette apparence. » Mais sous le soulagement, sous le confort inattendu, un sentiment plus sombre s'agitait. Confusion, honte. Elles étaient censées souffrir. Elles étaient censées être torturées. Au lieu de cela, on leur avait donné du savon et de l'eau chaude et des vêtements propres. Quel genre d'ennemi fait cela à ses prisonniers ? Elles furent conduites dans un réfectoire qui pouvait contenir 300 personnes. De longues tables s'étendaient à travers la pièce, chacune couverte d'une nappe blanche propre.
L'odeur les frappa avant même qu'elles n'entrent. Du pain qui cuisait, de la viande qui mijotait, du café qui infusait, du beurre qui fondait. Le parfum était si riche, si écrasant, que plusieurs femmes s'arrêtèrent dans l'embrasure de la porte, incapables d'avancer. « Veuillez prendre place », dit le traducteur. « Le déjeuner sera servi. » Les femmes se traînèrent jusqu'aux tables et s'assirent, le dos rigide, les mains pliées sur leurs genoux. Elles se regardèrent avec des yeux écarquillés et effrayés. Cela ne pouvait pas être réel. Cela devait être une sorte de piège. Peut-être que la nourriture était empoisonnée. Peut-être que c'était le dernier repas avant que la torture ne commence. Des soldats américains en uniforme blanc de cuisine apparurent, portant de grands plateaux. Ils se déplacèrent le long des rangées, plaçant des assiettes devant chaque femme. Ko fixa son assiette et sentit son souffle se coincer dans sa gorge. Du poulet rôti, doré et brillant, de la purée de pommes de terre avec une flaque de sauce brune, des haricots verts, une épaisse tranche de pain blanc avec une noisette de beurre jaune, et à côté de l'assiette, un verre de lait froid et une tasse de café fumant. Elle n'avait pas vu autant de nourriture dans une assiette depuis 3 ans. Autour d'elle, les autres femmes restaient figées, fixant leur repas. Personne ne bougeait, personne ne mangeait. Elles regardaient juste la nourriture, comme si elle pouvait disparaître si elle clignait des yeux. « Veuillez manger », dit doucement le traducteur. « C'est pour vous. » Toujours. Personne ne bougeait. Finalement, Yuki prit sa fourchette. Sa main tremblait alors qu'elle coupait un petit morceau de poulet et le portait à sa bouche. Elle mâcha lentement, ses yeux se fermant. Le goût explosa sur sa langue, riche, savoureux, réel. Elle mâcha et avala, puis elle commença à pleurer. Cela brisa le barrage. Les femmes tout autour d'elle commencèrent à manger, certaines lentement et prudemment, d'autres frénétiquement, comme si la nourriture pouvait être retirée à tout moment. Des larmes coulèrent sur les visages pendant qu'elles mâchaient. Certaines femmes riaient entre les bouchées, le son désespéré et joyeux en même temps. D'autres mangeaient en silence, leurs yeux fixés sur leurs assiettes, leurs esprits incapables de traiter ce qui se passait. Ko mordit dans le pain, et la texture douce la fit halter. Elle avait mangé du pain fait de sciure de bois et d'écorce d'arbres pendant la dernière année de la guerre. Ce pain était doux, blanc, parfait. Elle étala du beurre dessus avec des doigts tremblants et prit une autre bouchée. La richesse la rendit étourdie. De l'autre côté de la table, Tomoko pleurait si fort qu'elle ne pouvait pas manger. Elle tenait un morceau de poulet dans sa main, le fixant, tout son corps tremblant de sanglots. « Mes enfants, chuchota-t-elle. Mes enfants meurent de faim à Tokyo, et je mange du poulet. » La culpabilité les frappa toutes à la fois. Pendant qu'elles étaient assises là, à manger du poulet rôti et de la purée de pommes de terre, leurs familles au Japon fouillaient dans les décombres pour des restes. Leurs enfants mangèrent de la soupe d'herbe. Leurs parents mouraient de faim dans les ruines des villes bombardées. Et elles étaient là. L'ennemi les nourrissait mieux que leur propre pays ne l'avait jamais fait. Certaines femmes repoussèrent leurs assiettes, incapables de continuer. D'autres mangèrent tout, poussées par une faim si profonde qu'elle supplantait la honte et la culpabilité. Quelques-unes mangèrent et pleurèrent en même temps, des larmes tombant dans leur purée de pommes de terre, leur corps incapable de choisir entre le soulagement et l'angoisse. Les soldats américains observaient depuis les bords de la pièce, leurs expressions illisibles. Quelques-uns avaient l'air mal à l'aise, changeant le poids d'un pied à l'autre. Un jeune soldat chuchota à un autre. « Elle pleure. Devrions-nous faire quelque chose ? Laisse-les juste manger, répondit doucement le soldat plus âgé. Elles iront bien. Mais iraient-elles bien ? Ko n'en était pas sûre. Elle n'était sûre de rien désormais. L'ennemi était censé être cruel. L'ennemi était censé les haïr. Mais ceci ressemblait à quelque chose d'entièrement différent, et c'était la chose la plus effrayante de toutes. Après le repas, les femmes furent conduites à leur baraquement. Elles marchèrent dans un état second, le ventre plein pour la première fois depuis des mois, leurs esprits luttant pour donner un sens à tout. Les baraquements étaient de simples bâtiments en bois, peints en blanc avec de petites fenêtres, et des rangées nettes de lits à l'intérieur. Des lits, pas des nattes sur le sol, pas des tas de paille, de vrais lits avec des cadres métalliques, des matelas, des oreillers et des couvertures pliées. Chaque lit avait un petit coffre en bois à son pied. Le traducteur expliqua qu'elles pouvaient garder leurs effets personnels dans les coffres, qu'elles pouvaient écrire des lettres chez elles si elles le souhaitaient, que du papier et des crayons seraient fournis. Des lettres chez elles pouvaient écrire à leur famille. Ko choisit un lit près de la fenêtre et s'assit lentement sur le matelas.
Il était doux, pas luxueux, mais doux. Elle pressa sa main dedans, le sentant céder sous son poids, puis reprendre sa forme. Elle n'avait pas dormi sur un matelas depuis qu'elle avait quitté le Japon 2 ans auparavant. À côté d'elle, Yuki passait sa main sur la couverture de laine, son expression distante. « Elle est épaisse, dit-elle doucement. C'est l'hiver en Californie, et ils nous ont donné des couvertures épaisses. » D'autres femmes exploraient les baraquements, ouvrant des coffres, testant les lits, chuchotant entre elles d'une voix remplie d'incrédulité. Au bout de la pièce, un petit poêle à bois était froid et prêt. Le traducteur expliqua qu'il serait allumé le soir, pour les garder au chaud. Tomoko s'assit sur son lit et enfouit son visage dans ses mains. « C'est mal, chuchota-t-elle. Tout cela est mal. Nous sommes des prisonnières. Nous sommes censés souffrir. Nous sommes censés payer pour ce que notre pays a fait. » Mais au lieu de cela, elle regarda autour des baraquements les lits, les couvertures, les fenêtres avec des rideaux. Au lieu de cela, ils nous traitent comme des êtres humains. Cette nuit-là, alors que l'obscurité tombait et que les lumières s'atténuaient, les femmes s'allongèrent dans leurs lits, enveloppées dans leurs couvertures chaudes, écoutant les sons peu familiers d'une base militaire américaine. Des camions grondant au loin, des soldats se criant les uns aux autres en anglais, le bourdonnement bas des générateurs. Dehors, les grillons chantaient, et quelque part une radio jouait de la musique, douce et jazzy et totalement étrangère. Ko remonta sa couverture jusqu'à son menton et fixa le plafond. Son corps était chaud, son estomac était plein, elle était propre, elle était en sécurité, et elle ne s'était jamais sentie aussi confuse de toute sa vie. Elle pensa aux films de propagande qu'elle avait vus au Japon, ceux qui montrèrent les Américains comme des monstres sans âme, sans honneur, sans pitié. Elle pensa aux officiers qui lui avaient dit que la reddition signifiait la torture et la mort. Elle pensa à tout ce qu'elle avait cru à propos de l'ennemi. Et puis elle pensa aux soldats qui lui avaient souri sur le quai, l'infirmière qui avait touché son épaule avec gentillesse, le poulet dans son assiette, le savon dans ses mains. Tout ce qu'elle savait était un mensonge, et cette prise de conscience était plus terrifiante que toute bataille qu'elle avait jamais vue. Les jours prirent un rythme qui semblait surréaliste dans son caractère ordinaire. Chaque matin, une cloche sonnait dans le camp, douce et claire. Les femmes se réveillaient, s'habillaient dans leurs simples robes grises et faisaient leur lit avec une précision militaire, une habitude qu'aucune d'entre elles ne pouvait briser, même en tant que prisonnière. Le petit déjeuner était servi dans le réfectoire. Flocons d'avoine avec du sucre brun et des raisins secs, œufs brouillés, pain grillé avec de la confiture, fruits frais, pommes, oranges, parfois des bananes, café et lait. Chaque matin, cette abondance apparaissait sur leur table comme par magie. Après le petit déjeuner, les affectations de travail étaient matadonnées. Mais ce n'étaient pas les détails de travail brutaux auxquels elles s'étaient attendues. Certaines femmes étaient affectées à la blanchisserie du camp, lavant les uniformes dans de grandes machines à laver mécaniques qui faisaient la plupart du travail pour elles. D'autres travaillèrent dans les cuisines, aidant à préparer les repas sous la supervision de cuisiniers américains. Quelques-unes ayant des compétences en anglais étaient remises au travail pour traduire des documents ou enseigner des phrases japonaises de base à des soldats américains curieux. Ko fut affecté à l'hôpital du camp pour aider les infirmières avec des tâches de base, plier des bandages, organiser les fournitures, nettoyer l'équipement. Le travail était léger, presque doux. Elle travaillait aux côtés de 2 infirmières américaines, Helen et Margaret, qui la traitaient non pas comme une ennemie ou une prisonnière, mais comme une collègue. Elle lui montrait comment utiliser l'équipement médical, lui enseignait des mots anglais pour différentes fournitures, et partageait parfois leurs déjeuners avec elle. La partie la plus choquante, elles étaient payées. Chaque vendredi, chaque femme recevait de petites sommes de monnaie du camp, une monnaie papier qui ne pouvait être utilisée que dans le camp, mais qui valait quelque chose néanmoins. Avec cet argent, elle pouvait visiter la cantine du camp, un petit magasin approvisionné en articles qui semblaient impossibles. Barres de chocolat, Hershey's, Nestlé, Babyrus. Les femmes se tenaient devant l'étalage de bonbons comme des enfants, devant un sanctuaire, les yeux écarquillés. Au Japon, le chocolat avait disparu il y a des années, réservé uniquement à l'élite militaire. Ici, les prisonnières ennemies pouvaient l'acheter avec leur salaire de travail. Cigarettes, rouge à lèvres, lotion pour les mains, crayons et carnets, petites bouteilles de parfum, mouchoirs brodés de fleurs. Ce n'étaient pas des nécessités, c'étaient des luxes, des choses qui rendaient la vie plus qu'une simple survie. Yuki acheta une barre de chocolat lors de sa première visite à la cantine.
Elle la rapporta à la caserne comme un trésor, la déballant lentement, cassant un carré à la fois. La douceur fondait sur sa langue et elle ferma les yeux, la savourant. « Je mange du chocolat », murmura-t-elle à Kho. « Nous sommes prisonnières de guerre et je mange du chocolat. » La routine continua. Déjeuner à midi, toujours chaud, toujours substantiel, dîner à 6 heures, avec de la viande à presque chaque repas. Entre les deux, il y avait des pauses, des périodes de repos, même du temps pour les loisirs. Les Américains avaient installé une petite bibliothèque dans l'un des bâtiments, garnie de livres japonais, qu'ils avaient en quelque sorte acquis. Les femmes pouvaient emprunter des livres, lire pendant leur temps libre, discuter d'histoires entre elles. Le dimanche, il n'y avait pas de travail. Les femmes pouvaient se reposer, écrire des lettres ou assister à des services religieux si elles le souhaitaient. Un aumônier bouddhiste visitait une fois par mois et des services chrétiens étaient disponibles chaque semaine. Les Américains s'accommodèrent des deux. Cette routine étrange, douce, presque domestique, commença à user leur résistance plus efficacement que n'importe quelle torture n'aurait pu le faire. Leurs corps se fortifièrent. La couleur revint sur leurs joues. Elles prirent du poids, leurs visages creux se remplissant, leurs os ne pressant plus fortement contre leur peau. Mais avec la santé physique vint le trouble mental, parce que chaque jour de confort était aussi un jour de culpabilité. Chaque repas était un rappel que leur famille mourait de faim. Chaque barre de chocolat était une trahison de tous ceux qui souffraient à la maison. Et pourtant, elles ne pouvaient s'empêcher de l'accepter. Elles ne pouvaient refuser la nourriture, la chaleur, les petites gentillesses. Elles étaient piégées non par des fils barbelés, mais par le paradoxe d'un ennemi qui les traitait mieux que leur propre pays ne l'avait jamais fait. La nuit, les femmes se rassemblaient en petits groupes dans les casernes, parlant à voix basse, essayant de donner un sens à tout cela. Certaines s'accrochaient désespérément à leurs anciennes croyances, insistant sur le fait que cette gentillesse était un piège, que les Américains n'étaient gentils que parce qu'ils voulaient des informations ou de la coopération. D'autres avaient commencé à remettre en question tout ce qu'on leur avait enseigné. La guerre était finie. Le Japon avait perdu, et en perdant, elles avaient découvert quelque chose qui les avait secouées jusqu'au cœur. L'ennemi n'était pas ce qu'on leur avait dit. L'ennemi était quelque chose de bien plus compliqué, de bien plus humain et de bien plus effrayant. À cause de cela, les lettres de la maison arrivaient lentement, prenant parfois des semaines ou des mois pour atteindre le camp. Elles arrivaient dans de fines enveloppes, le papier usé et fragile, l'écriture tremblante et désespérée. Chaque lettre était comme un couteau dans le cœur. La première lettre de sa mère arriva fin octobre pour Kho. Elle s'assit sur son lit dans la lumière du soir et l'ouvrit avec des mains tremblantes. Le papier était si fin qu'elle pouvait voir à travers. L'écriture de sa mère, autrefois élégante et précise, errait maintenant sur la page en lignes inégales. « Ma chère Kho, nous avons appris que tu es vivante et prisonnière en Amérique. Cela m'apporte à la fois soulagement et chagrin. Soulagement que tu vives, chagrin pour ce que tu dois endurer. Tokyo n'existe plus, notre maison est en ruine. Ton père et moi vivons dans un abri fait de feuilles de métal. Nous mangeons une fois par jour, si nous avons de la chance. Aujourd'hui, nous avons eu de l'eau de riz et quelques feuilles de chou. Ton petit frère devient plus mince chaque semaine. Il demande constamment de tes nouvelles. Il se souvient que tu lui apportais des sucreries avant la guerre. Il n'y a plus de sucreries maintenant. Il n'y a presque rien. Mais nous sommes vivants et c'est suffisant. J'espère que tu es traité équitablement. J'espère que tu ne souffres pas trop. Nous prions pour toi chaque soir, ta mère qui t'aime. » Kho lut la lettre 3 fois, ses mains tremblant de plus en plus à chaque lecture. Puis elle la plia soigneusement et la plaça dans sa malle. Ce soir-là, elle ne put pas manger le dîner. Elle fixa le rôti de bœuf et les carottes dans son assiette et vit le visage mince de son petit frère. Elle repoussa l'assiette et retourna à la caserne. Elle n'était pas seule. Tout autour d'elle, les femmes recevaient des lettres similaires. Des lettres décrivant la famine, le sans-abrisme, le désespoir. Le mari d'une femme était mort de malnutrition. Les parents d'une autre avaient été tués lorsque leur quartier avait été bombardé. Une troisième reçut la nouvelle que ses enfants avaient été envoyés vivre avec des parents à la campagne parce qu'il n'y avait pas de nourriture dans les villes. Le contraste devint insupportable. Ici, en Californie, le camp était entouré d'abondance. Au-delà des clôtures, les villes américaines bourdonnèrent de vie. Les magasins étaient ouverts et pleins de marchandises. Les enfants jouaient dans les parcs. Les familles conduisirent des voitures, dans des rues propres bordées de maisons qui n'avaient jamais été bombardées.
Les femmes pouvaient le voir lorsqu'elles étaient emmenées à l'extérieur du camp pour des détails de travail. La vie continuait, normale et intacte, comme si la guerre s'était produite sur une autre planète. Yuki travailla dans un champ un jour, récoltant des légumes aux côtés d'autres prisonnières. À l'heure du déjeuner, le garde américain qui les supervisait ouvrit sa boîte à lunch métallique et partagea ses sandwichs avec les femmes. Il fit cela avec désinvolture, comme si ce n'était rien. Jambon et fromage sur du pain blanc enveloppé dans du papier ciré. Il distribua des sandwichs comme un homme nourrissant des oiseaux dans un parc. « Ma femme en fait de plus », expliqua-t-il par l'intermédiaire du traducteur. « Elle sait que vous, les filles, avez faim. » Sa femme, une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, avait fait des sandwichs pour des prisonnières ennemies parce qu'elle pensait qu'elles pouvaient avoir faim. Yuki prit le sandwich à deux mains, s'inclinant profondément, les larmes coulant sur son visage. Ce soir-là, elle écrivit dans un journal qu'elle avait commencé à tenir. La femme du garde a envoyé des sandwichs. Elle ne nous connaît pas. Nous étions ses ennemis. Son pays a combattu le nôtre et des gens sont morts à cause de cela. Mais elle a envoyé des sandwichs. Comment suis-je censé haïr des gens comme ça ? Comment suis-je censé rester fidèle à un empire qui m'a laissé mourir de faim alors que l'ennemi me nourrit ? La transformation physique était impossible à cacher. Les femmes avaient l'air en meilleure santé qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Leur peau brillait, leurs cheveux brillaient. Elles avaient à nouveau de la chair sur les os. Lorsqu'elles apercevaient leurs reflets dans les fenêtres ou les miroirs, elles se reconnaissaient à peine. Tomoko se tenait devant un miroir dans la salle de bain un matin, fixant son propre visage. « J'ai l'air comme avant la guerre, murmura-t-elle. J'ai l'air en bonne santé. J'ai l'air nourrie. » Elle toucha sa joue, sentant la douceur là, l'absence d'os saillant. Puis elle pensa au visage émacié de ses enfants sur la dernière photographie qu'elle avait reçue, et elle se détourna du miroir, incapable de se regarder plus longtemps. La culpabilité était écrasante. Être bien nourri pendant que votre famille mourait de faim, dormir dans un lit chaud pendant que vos parents vivaient dans des décombres, manger du chocolat pendant que vos enfants cherchaient de l'herbe à faire bouillir dans l'eau. C'était une torture plus sophistiquée que n'importe quel coup. C'était la torture de se voir accorder la miséricorde quand vous croyiez mériter la punition. D'être traité avec dignité quand vous vous attendiez à la cruauté, de découvrir que tout ce qu'on vous avait enseigné sur l'honneur, le sacrifice et les ennemis était un mensonge. Et le mensonge coupait plus profondément que n'importe quelle lame. C'étaient les petits moments qui les défaisaient, les gentillesses occasionnelles qui n'avaient aucun sens, les brèves rencontres qui fissuraient leurs murs soigneusement construits de haine et de peur. Ko portait une pile de draps pliés à l'hôpital un après-midi quand elle trébucha sur une lame de plancher inégale. Les draps volèrent partout, des draps blancs se dispersant sur le sol du couloir. Elle tomba immédiatement à genoux, se précipitant pour les ramasser, son visage brûlant de honte. Au Japon, une telle maladresse lui aurait valu une réprimande sévère, peut-être pire. Mais au lieu de la colère, elle entendit des rires. Pas des rires moqueurs, mais des rires chaleureux et doux. Elle leva les yeux pour voir l'un des médecins américains, un jeune homme nommé Capitaine Miller, lui souriant alors qu'il s'agenouillait pour aider. « Ça arrive à tout le monde », dit-il en anglais, ce qu'elle ne comprenait pas. Mais son ton était clair. Il n'était pas en colère. Il n'était même pas agacé. Il aidait simplement. Ensemble, ils ramassèrent les draps. Quand ils eurent terminé, il lui tendit la pile et lui fit un salut simulé, souriant toujours. Puis il s'éloigna, sifflotant un air qu'elle ne reconnaissait pas. Ko resta dans le couloir pendant 1 minute entière, tenant les draps, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Un officier américain, s'était agenouillé sur le sol pour l'aider, elle, une prisonnière ennemie, à ramasser du linge, puis il lui avait souri. Qui étaient ces gens ? Un autre jour, Yuki revenait des champs quand elle entendit de la musique. Elle suivit le son jusqu'à une fenêtre ouverte dans l'une des casernes américaines. À l'intérieur, un groupe de jeunes soldats était rassemblés autour d'un phonographe, écoutant un disque de jazz et riant. L'un d'eux la vit debout dehors et lui fit signe de s'approcher. « Vous aimez la musique ?» demanda-t-il par geste, puisque ni l'un ni l'autre ne parlait la langue de l'autre. Yuki hocha la tête avec hésitation. Le soldat disparut à l'intérieur et revint un instant plus tard avec le disque. Il le lui tendit. « Cadeau », dit-il, utilisant l'un des rares mots japonais qu'il connaissait. « Purezento ». Elle fixa le disque dans ses mains, Glenn Miller et son orchestre. Elle essaya de le lui rendre, secouant la tête, mais le soldat refusa. « Non, non, gardez-le pour les filles de votre caserne. » Ce soir-là,
les femmes se rassemblèrent pendant que Yuki jouait le disque sur le petit phonographe qui avait été fourni pour leur loisir. La musique remplit la caserne, lumineuse, cuivrée, totalement américaine. Certaines femmes froncèrent les sourcils et se détournèrent, incapables de profiter de la musique de leurs ennemis. Mais d'autres fermèrent les yeux et se balancèrent légèrement, laissant le rythme les envahir. La musique était de la musique, peu importe d'où elle venait. Le moment le plus puissant arriva en novembre, lorsque le premier coup de froid frappa la Californie. Les femmes se réveillèrent un matin avec du givre sur les fenêtres et leur souffle visible dans l'air. Elles se blottirent sous leurs couvertures, redoutant le froid qu'elles savaient s'infiltrerait dans leurs os. Mais au petit déjeuner, le commandant américain fit une annonce par l'intermédiaire du traducteur. « Nous avons commandé des couvertures supplémentaires et des manteaux chauds pour toutes les prisonnières. Ils devraient arriver d'ici la semaine prochaine. En attendant, nous avons augmenté le charbon pour vos poêles. Restez au chaud. » C'était tout. Pas de fanfare, pas d'attente de gratitude, juste une simple déclaration qu'ils avaient remarqué le froid et s'en occupaient. Tomoko était assise au petit déjeuner avec des larmes coulant sur son visage. « Il remarque quand nous avons froid, » murmura-t-elle aux femmes autour d'elle. « L'ennemi remarque quand nous avons froid et nous apporte des couvertures. » Elle pensa à l'hiver que sa famille avait passé à Hiroshima il y a 2 ans avant la bombe, quand ils avaient brûlé des meubles pour rester au chaud parce que l'armée avait réquisitionné tout le charbon. Elle pensa aux lèvres bleues et au corps tremblant de ses enfants. Elle pensa à la façon dont son propre gouvernement avait regardé ses citoyens et n'avait vu que des ressources à utiliser et à jeter. Et voilà que l'ennemi apportait des couvertures, parce que les prisonnières pouvaient avoir froid. La dissonance cognitive était insupportable. Et c'était dans ces petits moments, le médecin aidant avec le linge, le soldat donnant sa musique, le commandant commandant des couvertures, que leur vision du monde commença à s'effondrer complètement. Parce que comment haïr quelqu'un qui vous traite comme un être humain? Comment maintenir votre loyauté envers une cause lorsque l'ennemi vous montre plus de soins que vos propres dirigeants ne l'ont jamais fait? Ces questions les hantaient, et il n'y avait pas de bonne réponse. En décembre, la guerre intérieure qui faisait rage en chaque femme était devenue plus brutale que toute bataille externe qu'elles avaient vue. Ko restait éveillé la plupart des nuits, fixant le plafond sombre de la caserne, son esprit tournant en cercle qui n'atteignait jamais une conclusion. Pendant la journée, elle travaillait à l'hôpital, aidant les infirmières américaines dans leurs tâches. Elle avait appris assez d'anglais maintenant pour comprendre les ordres de base et même engager des conversations simples. L'infirmière Hélène avait commencé à lui enseigner des termes médicaux, répétant patiemment les mots jusqu'à ce que Ko puisse les prononcer correctement. Hier, Hélène avait serré l'épaule de Ko et avait dit « Tu es doué pour ça. Tu devrais être infirmière après la guerre. Après la guerre. Comme s'il y avait un après. Comme si Ko avait un avenir au-delà de ses fils barbelés, au-delà de ces limbes étranges d'être une ennemie traitée comme une invitée. La nuit, elle sortait les lettres de sa mère et les lisait à la lampe de poche sous sa couverture. Les mots ne changeaient jamais, mais ils coupaient plus profondément à chaque fois. Faim, froid, désespoir. Son petit frère devenant de plus en plus faible, son père crachant du sang parce qu'il avait donné sa ration de nourriture aux enfants. Et la voilà, prenant du poids, apprenant l'anglais, étant qualifiée de naturellement douée par une infirmière américaine. La culpabilité était physique. Elle s'installait dans sa poitrine comme une pierre, rendant la respiration difficile. Chaque bouchée de nourriture qu'elle prenait ressemblait à une trahison. Chaque nuit chaude dans son lit ressemblait à un crime. Elle vivait mieux qu'elle ne l'avait jamais fait au Japon, mieux que la plupart des civils japonais n'avaient vécu, même avant la guerre. Et elle le faisait en captivité ennemie. Qu'est-ce que cela faisait d'elle? Une survivante? Une traîtresse? Les deux? Ni l'un ni l'autre? La lutte de Yuki était différente mais tout aussi douloureuse. Elle avait été une patriote dévouée, une vraie croyante en l'empereur et la cause de la Grande Asie de l'Est. Elle s'était portée volontaire pour le service militaire, avait cru chaque mot de la propagande, avait été prête à mourir pour le Japon. Mais maintenant, chaque croyance qu'elle avait tenue se fissurait. On lui avait dit que les Américains étaient racistes, qu'ils traiteraient les Japonais comme des sous-hommes. Pourtant, chaque jour, elle voyait des soldats américains les traiter avec un respect décontracté qui n'avait aucun sens dans sa vision du monde. On lui avait dit que la culture américaine était superficielle et corrompue.
Pourtant, elle se surprenait à fredonner les mélodies de jazz qu'elle entendait à la radio. On lui avait dit que la reddition signifiait un déshonneur, pire que la mort. Pourtant, la voilà, vivante, propre, en bonne santé, et le déshonneur qu'elle ressentait n'avait rien à voir avec la reddition, et tout à voir avec le confort dans lequel elle était devenue. Un soir, elle était assise dans les baraquements avec son journal ouvert, essayant d'écrire ses pensées, mais les mots ne venaient pas. Comment pouvait-elle expliquer cela à elle-même, encore moins à quelqu'un d'autre? Finalement, elle écrivit « Je suis devenu l'ennemi. Non pas parce que je suis détenu par les Américains, mais parce que j'ai commencé à les voir comme des humains. Et en les voyant comme des humains, j'ai trahi tout ce qu'on m'a enseigné. Mais si ce qu'on m'a enseigné était un mensonge, alors à quoi étais-je loyal? Pourquoi ai-je sacrifié? Et si le sacrifice n'était pour rien, alors que suis-je? » La question restait là sur la page, sans réponse et sans réponse possible. Autour d'elle, d'autres femmes vivaient leur propre crise privée. Certaines y faisaient face en redoublant leur haine, refusant de parler aux Américains, mangeant leur nourriture dans un silence amer, acceptant le confort mais rejetant toute connexion humaine. Ces femmes s'asseyaient à l'écart des autres, leurs visages durs, leurs yeux froids. Elles accepteraient pour la survie mais rien de plus. D'autres allaient dans la direction opposée, embrassant leur nouvelle réalité avec un enthousiasme qui frisait le désespoir. Elles apprenaient l'anglais avec empressement, riaient aux blagues des soldats, écoutaient la musique américaine sans culpabilité. Elles semblaient se débarrasser de leur identité japonaise comme d'un vieux manteau, s'enveloppant dans l'approbation américaine, comme si cela pouvait les protéger de l'obscurité de ce qu'elles avaient perdu. Mais la plupart des femmes existaient quelque part entre ces extrêmes, déchirées, conflictuelles, incapables d'embrasser pleinement l'une ou l'autre position. Elles étaient prises dans un no man's land psychologique, trop changées pour revenir à ce qu'elles avaient été, mais trop japonaises pour accepter pleinement ce qu'elles devenaient. Les Américains, pour leur part, semblaient inconscients de cette lutte intérieure. Ils voyaient des prisonniers qui s'adaptaient bien, qui étaient en bonne santé et coopératifs, et même amicaux. Ils ne voyaient pas les larmes de minuit, les journaux rongés par la culpabilité, les conversations chuchotées sur la loyauté et la trahison, ou peut-être le voyaient-ils et ne savaient simplement pas quoi faire à ce sujet. Parce que comment aider quelqu'un dont toute la vision du monde s'effondre? Comment réconforter quelqu'un dont la souffrance vient non pas de la cruauté, mais de la gentillesse? Les débats commencèrent discrètement en chuchotement après l'extinction des feux, mais au fil des semaines, ils devinrent plus forts, plus animés, plus désespérés. Les femmes avaient besoin de donner un sens à ce qui leur arrivait, et la seule façon de le faire était d'en parler, d'en débattre, de lutter avec cela ensemble. Nous sommes toujours japonaises, insistait Fumiko, une ancienne traductrice qui avait travaillé aux Philippines. Elle était l'une des intransigeantes, refusant d'apprendre l'anglais, refusant de sourire aux Américains, mangeant ses repas le dos tourné aux gardes. Rien de ce qu'ils font ne change qui nous sommes. Ils nous nourrissent parce que la Convention de Genève l'exige, pas parce qu'ils s'en soucient. C'est tout du théâtre politique. Quand nous retournerons au Japon, nous serons jugés sur la façon dont nous avons maintenu notre dignité en captivité. « Quelle dignité » riposta Yuki. Sa voix était tranchante, amère. Nous avons été envoyés à la guerre par des hommes qui nous ont promis victoire et gloire. Ils ne nous ont donné ni l'une ni l'autre. Ils nous ont donné la famine et la défaite. Et maintenant l'ennemi nous nourrit, nous habille, nous traite comme des êtres humains. Et nous sommes censés avoir honte de cela. J'en ai fini d'avoir honte. Tu es en train d'être endoctriné, claqua Fumiko. C'est exactement ce qu'ils veulent. Nous faire oublier qui nous sommes, nous rendre reconnaissantes, nous rendre complices. Complices de quoi? Demanda Kao doucement. Elle était assise sur son lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. La guerre est finie, le Japon a perdu. De quoi exactement sommes-nous complices en acceptant nourriture et abri? De notre propre humiliation, dit Fumiko, du récit selon lequel l'Amérique est le vainqueur miséricordieux et nous sommes les vaincus reconnaissantes, du mensonge selon lequel ils sont meilleurs que nous. Peut-être qu'ils sont meilleurs que nous, dit une jeune femme nommée Sachiko. Elle n'avait que 19 ans, avait été commis dans une unité médicale. Peut-être pas meilleur, mais différent. On m'a appris que les Américains n'avaient pas d'honneur, pas de respect pour la vie humaine. Mais j'ai vu plus de respect ici que je n'en ai jamais vu dans l'armée impériale. J'ai vu des officiers battre des soldats pour des infractions mineures. J'ai vu des commandants envoyer des hommes à une mort certaine et appeler cela gloire.
Ici, je vois des soldats qui plaisantent entre eux, qui traitent leurs officiers comme des êtres humains, qui suivent les ordres mais ne les vénèrent pas. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est autre chose, c'est la démocratie, dit Tomoko doucement. Elle était la femme la plus âgée des baraquements, dans la fin de la trentaine, et ses mots avaient du poids. J'ai lu à ce sujet avant la guerre dans des livres qui ont été interdits de plus tard. L'idée que les gens peuvent questionner l'autorité, que les dirigeants servent le peuple au lieu du contraire, je pensais que c'était une fantaisie. Mais en observant ces Américains, je pense que peut-être c'est réel. La démocratie ne les a pas empêchés de larguer des bombes atomiques sur nos villes, contre à Fumiko froidement. La démocratie ne les a pas empêchés de bombarder Tokyo au napalm, de tuer des centaines de milliers de civils. Ne les romancez pas simplement parce qu'ils sont gentils avec nous maintenant. Le silence tomba sur les baraquements parce que Fumiko avait raison, et tout le monde le savait. Le même pays qui leur donnait du chocolat et des couvertures avait également déchaîné une destruction à une échelle qui défiait la compréhension. Comment ces deux choses pouvaient-elles être vraies ? Comment les Américains pouvaient-ils être capables d'une telle gentillesse et d'une telle cruauté ? Peut-être, dit Yuki lentement, que c'est ce qui les rend puissants. Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent détruire complètement leurs ennemis, puis les traiter avec miséricorde ensuite. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, une force terrifiante. Les conversations continuèrent nuit après nuit, n'atteignant jamais de résolution. Des divisions générationnelles émergèrent. Les femmes plus âgées qui se souvenaient du Japon, avant que le militarisme ne prenne le contrôle, étaient plus disposées à remettre en question ce qu'on leur avait enseigné. Les femmes plus jeunes qui avaient grandi avec la propagande avaient plus de mal à abandonner leurs croyances. Certaines femmes cessèrent complètement de participer au débat, se repliant dans le silence, refusant de confronter les questions qui n'avaient pas de bonne réponse. D'autres devinrent obsédées par les débats, argumentant pendant des heures, comme si trouver les bons mots pouvait d'une manière ou d'une autre donner un sens à l'insensé. Mais sous tous les arguments, sous toute la lutte intellectuelle, se trouvait une vérité simple et dévastatrice que chaque femme ressentait, mais que peu pouvaient articuler. On leur avait menti sur l'ennemi, sur la guerre, sur ce que signifiait la loyauté et l'honneur. Les mensonges leur avaient tout coûté, leur maison, leur famille, leur sens de l'identité. Et maintenant elles étaient laissées à ramasser les morceaux d'une vision du monde brisée, essayant de construire quelque chose de nouveau à partir des décombres. C'était épuisant, c'était douloureux, et c'était nécessaire parce qu'elles ne pouvaient pas avancer tant qu'elles n'avaient pas reconnu la vérité, et elles ne pouvaient pas revenir à ce qu'elles avaient été auparavant. Elles étaient prises au piège de la transformation, et le seul moyen d'en sortir était de la traverser. Le tournant arriva fin décembre, lorsque le camp organisa une célébration de Noël. Les femmes regardèrent avec fascination les Américains décorer un grand arbre dans le hall de récréation, avec des lumières, des ornements et une étoile au sommet. Elles n'avaient jamais rien vu de tel. Le commandant annonça par l'intermédiaire du traducteur que les prisonnières étaient invitées à assister à la fête de Noël. Il y aurait de la nourriture spéciale, de la musique et des cadeaux. Des cadeaux pour des prisonnières de guerre. La plupart des femmes assistèrent par curiosité. Elles s'assirent en rangées de chaises, regardant les soldats américains interpréter des chansons et des sketchs. Une partie du divertissement était clairement destinée à être drôle, bien que l'humour ne se traduise pas toujours, mais les Américains essayaient. Ils montaient un spectacle pour leurs prisonnières, essayant de leur donner de la joie. Puis vinrent les cadeaux. Chaque femme reçut un petit paquet emballé. Ko ouvrit le sien avec des mains tremblantes et trouva à l'intérieur un savon, un peigne, un petit miroir et une barre de chocolat. Des choses simples, des choses pratiques, mais emballées dans du papier brillant avec un ruban, comme si elles étaient précieuses. Elle fixa les cadeaux sur ses genoux et sentit quelque chose se briser en elle. Pas se briser d'une manière douloureuse, mais s'ouvrir comme une graine qui craque pour laisser pousser une nouvelle croissance. Ce n'étaient pas des cadeaux somptueux. Il n'essayait pas d'acheter sa loyauté ou sa gratitude. Ils étaient juste humains. Un humain donnant à un autre humain quelque chose de petit et de gentil parce que c'était Noël. C'est à ce moment que Ko comprit. Les Américains ne les traitaient pas bien à cause d'une stratégie politique calculée. Ils ne suivaient pas la Convention de Genève par peur ou obligation. Ils le faisaient parce que c'était simplement ainsi qu'ils traitaient les gens, même les ennemis, même les prisonniers, même les femmes japonaises avec lesquelles ils avaient été en guerre quelques semaines plus tôt. C'était la vérité dangereuse.
Le pouvoir américain ne venait pas seulement des bombes et des balles, mais de l'idée que chaque personne avait de la valeur, que même votre ennemi méritait la dignité de base, que la victoire n'exigeait pas la cruauté. C'était l'idéologie contre laquelle elles avaient combattu, l'idée que les individus comptaient plus que le collectif, que les droits de l'homme existaient indépendamment de la nationalité ou de la loyauté. Et cela fonctionnait. Cela fonctionnait sur elles en ce moment même. Chaque repas, chaque couverture, chaque petite gentillesse était une démonstration de cette philosophie. Vous pourriez nous détruire avec vos armées, disaient ces actions, mais nous vous reconstruirons avec notre miséricorde. Nous vous montrerons qu'il existe une meilleure voie. Yuki était assise à côté de Ko, tenant ses propres cadeaux emballés, les larmes coulant sur son visage. « Ce n'est pas une arme, chuchota-t-elle. C'est juste qui ils sont. C'est ce qui rend cela si dévastateur. » Autour d'elle, d'autres femmes pleuraient aussi. Pas des larmes tristes, mais quelque chose de plus compliqué. Des larmes de libération, peut-être des larmes de reconnaissance, des larmes de deuil, pour les croyances qu'elles avaient obtenues et les sacrifices qu'elles avaient faits pour ces croyances. Tomoko se leva, marcha vers l'avant de la salle et s'inclina profondément devant le commandant américain. La salle tomba silencieuse. Par l'intermédiaire du traducteur, elle dit « Merci de nous traiter comme des êtres humains. Nous ne nous attendions pas à cela. On nous a appris à attendre de la cruauté, mais vous nous avez montré quelque chose de différent, quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement, mais nous sommes reconnaissantes. » Le commandant semblait mal à l'aise avec la gratitude, changeant son poids de pied, son visage légèrement rouge. « Nous suivons juste les règles, madame, » dit-il. « La Convention de Genève exige un traitement approprié des prisonniers de guerre. Nous ne faisons rien de spécial. » Mais il le faisait. Il le faisait absolument. Parce que suivre des règles qui protégeaient même vos ennemis, traiter les prisonniers avec dignité même lorsque vos propres compatriotes étaient morts de leurs mains, choisir la miséricorde quand vous pourriez choisir la vengeance, c'était tout. C'était tout le sens. Alors que la fête continuait, quelque chose changea dans les baraquements. Les intransigeantes devinrent moins nombreuses. Les débats devinrent plus silencieux. Une fatigue collective s'installa sur les femmes, la fatigue de la résistance qui s'effondrait finalement. Elles ne pouvaient pas maintenir leur haine face à cette humanité implacable. Elles ne pouvaient pas s'accrocher à une propagande qui appelait les Américains des démons lorsque ces démons leur donnaient des cadeaux de Noël. Elles ne pouvaient pas rester loyales à un empire qui les avait abandonnées lorsque l'ennemi était la seule chose qui les maintenait en vie. La transformation n'était pas complète. Il faudrait des années, peut-être des décennies, pour que certaines femmes traitent pleinement ce qui leur était arrivé. Mais à ce moment, dans cette salle décorée, avec un arbre de Noël, et des cadeaux emballés, et des soldats américains chantant des cantiques, quelque chose de fondamental changea. Elles commencèrent à voir leurs ravisseurs non pas comme l'ennemi, mais comme des gens. Des gens imparfaits, certainement. Des gens capables de choses terribles, définitivement, mais des gens néanmoins. Et en voyant cela, elles commencèrent à remettre en question tout le reste qu'on leur avait enseigné. L'arme la plus dangereuse que l'Amérique possédait n'était pas la bombe atomique. C'était l'idée simple et radicale que la dignité humaine transcendait les frontières nationales. Et cette arme fonctionnait exactement comme prévu. Le moment du miroir arriva en janvier 1946, un mardi après-midi ordinaire. Ko travaillait à l'hôpital organisant des fournitures médicales dans une salle de stockage, lorsqu'elle aperçut son reflet dans la porte vitrée d'une armoire. Elle cessa de bouger, regarda fixement. Ne se reconnut pas d'abord. La femme dans le reflet avait des joues rondes, une peau claire, des yeux brillants, des cheveux sains qui brillaient même dans la faible lumière de la salle de stockage. Elle semblait jeune à nouveau, vivante. Le regard creux et hanté qui avait défini son visage pendant les 2 dernières années de guerre avait complètement disparu. Elle ressemblait à ce qu'elle était avant la guerre. Non, elle était meilleure qu'avant la guerre. Parce que même en temps de paix au Japon, elle n'avait jamais aussi bien mangé, n'avait jamais eu accès à ce niveau de soins médicaux, n'avait jamais été aussi en bonne santé. L'ennemi avait fait cela. L'ennemi l'avait restaurée à elle-même. Les mains de Ko commencèrent à trembler. Elle s'appuya contre l'armoire, sa respiration venant par courts halètements, parce qu'à ce moment, voyant son propre reflet en bonne santé, tout le poids de la trahison s'abattit sur elle. Pas une trahison par les Américains, une trahison par son propre pays. Le Japon avait pris sa jeunesse, sa santé, son innocence, et les avait utilisés comme carburant pour une machine de guerre. Le Japon l'avait nourrie de propagande au lieu de nourriture.
lui avait donné l'idéologie au lieu de médicaments, avait exigé son sacrifice tout en offrant rien en retour. Le Japon lui avait dit que la souffrance était noble, que la faim était honorable, que mourir pour l'empereur était la plus haute vocation. Tous des mensonges. Tout cela des mensonges. Parce qu'elle se tenait là, prisonnière de guerre, plus en santé et plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été en tant que citoyenne libre de l'Empire. Ici, elle se tenait, nourrie et vêtue, et traitée avec dignité par les personnes mêmes qu'on lui avait appris à craindre et à haïr. Les Américains ne l'avaient pas brisée par la cruauté. Ils l'avaient brisée avec la vérité. La vérité qu'elle valait la peine d'être nourrie, valait la peine qu'on prenne soin d'elle, valait la peine d'être traitée comme un être humain. Et cette vérité démolissait tout ce qu'elle pensait savoir, sur la loyauté, l'honneur et le sacrifice. Elle glissa sur le sol, son dos contre l'armoire, et sanglota. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds et déchirants qui venaient d'un endroit primitif et blessé. Elle pleura pour la fille qu'elle avait été, qui avait cru la propagande. Elle pleura pour les années qu'elle avait gaspillées à servir une cause qui ne l'avait jamais valorisée. Elle pleura pour sa famille souffrant encore au Japon, encore piégée dans le mensonge. Elle pleura pour toutes les personnes qui étaient mortes en croyant que leur sacrifice signifiait quelque chose, alors qu'en réalité, elles n'avaient été que du combustible pour des hommes qui ne se souciaient pas du tout d'elle. L'infirmière Helen la trouva là 10 minutes plus tard. La femme américaine jeta un regard au visage de Kō et comprit d'une certaine manière sans mots. Elle s'assit par terre à côté d'elle, sans la toucher, sans essayer de réparer les choses, juste assise avec elle dans son chagrin. « C'est normal, dit Hélène doucement, même si Keo comprenait à peine l'anglais. C'est normal d'être en colère. C'est normal de se sentir trahi. On t'a menti. Tu as tout à fait le droit de pleurer cela. » Kō la regarda à travers des yeux voilés de larmes. Cette femme américaine qui avait toutes les raisons de la haïr, dont le pays avait été en guerre avec le sien, qui avait probablement perdu des amis ou de la famille à cause de balles japonaises, était assise sur le sol d'un hôpital offrant du réconfort à une prisonnière ennemie qui faisait une crise. Et à ce moment, la vision du monde de Kō ne se fissura pas seulement. Elle se brisa complètement. Elle comprenait maintenant. C'était à cela que ressemblait la démocratie. C'était ce que signifiait croire que chaque individu avait une valeur inhérente, peu importe de quel côté d'une guerre il se trouvait. C'était la philosophie contre laquelle le Japon avait combattu. L'idée que les droits de l'homme n'étaient pas accordés par des empereurs ou gagnés par le sacrifice, mais existaient simplement parce que les humains existaient. Le Japon avait perdu la guerre. Mais plus que cela, toute l'idéologie du Japon s'était révélée creuse. Parce que lorsque vous mettiez les deux systèmes côte à côte, l'un qui traitait les humains comme des outils pour l'État, et l'autre qui reconnaissait les humains comme des individus avec dignité, la différence était indéniable. Elle pensa à son petit frère à Tokyo mourant de faim. Elle pensa aux soldats américains hier qui avaient partagé son déjeuner avec elle. Elle pensa à l'empereur dans son palais, non touché par la souffrance de son peuple. Elle pensa au commandant américain ordonnant des couvertures supplémentaires pour les prisonniers ayant froid. La comparaison était dévastatrice et indéniable. Ce soir-là, Kō se tint dans les baraquements et parla aux femmes assemblées. Sa voix était calme mais ferme. « Je me suis vue dans un miroir aujourd'hui, dit-elle. J'avais l'air en bonne santé, et j'ai réalisé que j'ai meilleure apparence maintenant en tant que prisonnière, que je n'en ai jamais eu en tant que citoyenne libre du Japon. Et ce n'est pas parce que l'Amérique est parfaite, c'est parce que le Japon nous a échoués, complètement et totalement échoués. » Elle regarda autour de la pièce des visages à la fois sympathiques et résistants. « Je ne dis pas que nous devrions oublier qui nous sommes, je ne dis pas que nous devrions devenir américaines, mais je dis que nous devons reconnaître la vérité. On nous a menti sur la guerre, sur l'ennemi, sur ce pourquoi notre pays se battait. Et jusqu'à ce que nous reconnaissions cela, nous ne pouvons pas avancer. » Le silence remplit les baraquements, puis lentement, une à une, les femmes commencèrent à hocher la tête. Certaines pleurèrent, certaines détournèrent derrière le regard, mais la plupart hochèrent la tête, parce qu'elles s'étaient toutes vues dans des miroirs. Elles avaient toutes ressenti la dissonance cognitive d'être en meilleure santé en captivité qu'en liberté. Elles avaient toutes lutté avec la même réalisation dévastatrice. L'ennemi les avait traitées comme des êtres humains, et ce faisant, avait révélé que leur propre pays ne l'avait jamais fait. Ce fut le moment où tout changea, pas progressivement mais soudainement, comme un barrage qui se brise. La résistance, le déni, l'accrochage désespéré aux anciennes croyances.
Tout cela fut emporté dans un flot de vérités douloureuses et libératrices. Elles étaient toujours japonaises. Elles seraient toujours japonaises. Mais elles ne seraient plus jamais les femmes qui avaient cru la propagande, qui avaient fait confiance aveuglément, qui avaient pensé que souffrir pour l'État était noble. Elles avaient été transformées et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors que l'hiver se tournait vers le printemps, des rumeurs de rapatriement commencèrent à circuler dans le camp. Des navires étaient préparés, des arrangements étaient pris. Bientôt les femmes seraient renvoyées au Japon. La nouvelle aurait dû apporter de la joie. Elles rentrèrent chez elles, retrouver leur famille, leur pays, leur culture. C'était ce qu'elles attendaient, n'est-ce pas? Mais au lieu de joie, les femmes ressentaient de l'effroi. Ko restait éveillée la nuit à regarder le plafond, son estomac tordu en nœuds. Que trouverait-elle à son retour? Les lettres de sa mère dressaient le tableau d'une dévastation totale. Tokyo n'était que décombres. La nourriture était rare. La maladie était endémique. Le Japon dont elle se souvenait, le Japon des cerisiers en fleurs et des festivals et de l'ordre était parti, remplacé par le chaos et la faim et le désespoir. Et elle y retournerait en bonne santé, bien nourrie, avec de la chair sur les os et de la couleur aux joues. Comment expliquerait-elle cela à sa famille affamée? Comment regarderait-elle son petit frère dans ses yeux creux et lui dirait-elle qu'elle avait mangé du poulet rôti pendant qu'il cherchait des mauvaises herbes? « J'ai peur », avoua Yuki un soir alors qu'elles étaient assises sur leur lit. « J'ai peur de retourner. Quel genre de personne cela fait-il de moi? Le Japon est mon foyer. Ma famille est là-bas. Mais la pensée de quitter ici. » Elle s'interrompit, incapable de finir la phrase. « Te sens-tu coupable ?» finit Tomoko pour elle. « Parce que ce camp, cette prison a été plus gentil envers nous que notre propre pays ne l'a jamais été. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dire à voix haute sans sembler être des traîtresses. »« Mais c'est vrai, » dit Sachiko calmement. « J'ai essayé de ne pas y penser, mais c'est vrai. Je ne veux pas retourner à la famine. Je ne veux pas retourner dans un pays qui voit les femmes comme rien d'autre que des outils pour les hommes. Je ne veux pas retourner à ce qu'on me dise que ma valeur ne se mesure que par mon service à l'État. » Les conversations continuèrent, toujours en chuchotement, toujours teintées de honte, parce que ce qu'elles admettaient était indicible. Elles en étaient venues à préférer la captivité en Amérique à la liberté au Japon, non pas parce qu'elles aimaient l'Amérique ou avaient abandonné leur identité, mais parce que les besoins humains fondamentaux, nourriture, abri, dignité, importaient plus que des concepts abstraits de loyauté et de patriotisme. Certaines femmes commencèrent à demander aux officiers américains si elles pouvaient rester, s'il y avait un moyen de rester en Amérique plutôt que de retourner au Japon. Les réponses étaient toujours les mêmes. Non. La Convention de Genève exigeait le rapatriement, elle devait retourner, mais la demande elle-même révélait combien les choses avaient changé. Ces femmes à qui on avait enseigné que la mort était préférable au déshonneur suppliaient maintenant de rester avec leurs anciens ennemis plutôt que de retourner dans leur patrie. La propagande avait dit que les Américains les briseraient. Et d'une certaine manière, la propagande avait eu raison. Mais le brisement n'était pas venu par la cruauté. Il était venu par quelque chose de beaucoup plus puissant. La simple démonstration qu'il y avait une meilleure façon de vivre. Les navires partirent en avril 1946. Les femmes se tenaient sur le pont, regardant la baie de San Francisco disparaître derrière elles. Le Golden Gate Bridge rétrécissant à l'horizon. Beaucoup pleurèrent. Certaines firent au revoir de la main aux gardes américains sur la jetée, qui étaient venus les voir partir. Le voyage à travers le Pacifique prit 3 semaines. Les conditions n'étaient pas aussi confortables que le camp. Les navires étaient bondés et les mers agitées, mais elles étaient nourries régulièrement et traitées avec dignité de base. Rien comme les voyages cauchemardesques des années de guerre. Quand la côte japonaise apparut finalement à l'horizon, les femmes se massèrent aux rambardes, tendant le cou pour voir leur patrie. Ce qu'elles virent leur fit chavirer le cœur. Dévastation. Dévastation complète et totale. Des villes réduites en cendres, des ports remplis de navires à moitié coulés, des côtes marquées par les bombardements. Alors qu'elles naviguaient près d'Hiroshima, l'étendue des dégâts de la bombe atomique devint visible. Une ville entière simplement disparue, aplatie, effacée. Elles accostèrent à Yokohama et la réalité les frappa de plein fouet. Des bâtiments squelettiques, des rues bordées de décombres, des gens en haillons fouillant dans les débris. Des enfants au ventre distendu et aux yeux creux mendiant de la nourriture. Des femmes vendant tout ce qu'elles avaient, vêtements, héritages familiaux, elles-mêmes juste pour survivre. C'était à cela qu'elles retournaient.
c'était le foyer. Ko descendit du navire sur le sol japonais et ne ressentit aucune joie, seulement une tristesse écrasante. Autour d'elle, d'autres femmes pleuraient, non de bonheur, mais d'horreur devant ce que leur pays était devenu. Elles furent traitées dans un centre de rapatriement, reçurent des fournitures minimales et furent libérées pour trouver leur propre chemin vers leur famille. Ko monta dans un train pour Tokyo, regardant le paysage détruit défiler devant les fenêtres, forêts brûlées, ponts effondrés, villes fantômes où des villes animées avaient été. Elle trouva sa famille dans un abri de fortune, dans ce qui avait autrefois été un quartier prospère. Sa mère avait vieilli de 20 ans, son père était malade de la tuberculose. Son petit frère, maintenant âgé de 12 ans, était si maigre qu'elle le reconnaissait à peine. Quand ils la virent, en bonne santé, le visage rond, clairement bien nourri, leurs premières expressions furent de la joie. Mais la joie se transforma rapidement en confusion, puis en quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à une accusation. « Tu as l'air bien, » dit sa mère prudemment. « Les Américains t'ont bien traité. » Ko hocha la tête, incapable de parler, les larmes coulant sur son visage, parce qu'elle comprenait ce que sa mère ne disait pas. « Tu mangeais pendant que nous mourions de faim. Tu étais en sécurité pendant que nous souffrions. Tu étais avec l'ennemi pendant que nous perdions tout. » La culpabilité qu'elle avait ressentie au camp n'était rien comparé à ce qu'elle ressentait maintenant. Les années passèrent. Le Japon se reconstruisit, se transformant lentement de ruine en puissance économique. L'occupation prit fin, la démocratie prit racine, maladroitement au début, puis plus fermement. Les femmes qui avaient été prisonnières en Amérique se dispersèrent à travers le pays, reconstruisant leur vie, parlant rarement de leurs expériences. Mais elles étaient changées. Fondamentalement, irrévocablement changées. Ko devint infirmière, inspirée par son temps de travail à l'hôpital du camp américain. Elle ne se maria jamais, choisissant plutôt de dédier sa vie à la guérison. Dans les années 1960, elle ouvrit une petite clinique à Tokyo, traitant les patients avec une philosophie qu'elle avait apprise en captivité, que chaque personne, quel que soit son statut ou son origine, méritait dignité et soins. Elle garda ses manuels d'infirmières américains, ceux que l'infirmière Hélène lui avait donnés en cadeau d'adieu. Parfois, quand la clinique était calme, elle les feuilletait et se souvenait de la femme qui s'était assise avec elle sur un sol d'hôpital pendant qu'elle pleurait. Yuki épousa un soldat américain pendant l'occupation et déménagea en Californie. Cela causa un scandale dans sa famille, mais elle s'en fichait. Elle en avait assez vu pour savoir que l'amour et la gentillesse importaient zéro plus que la fierté nationale. Elle éleva 3 enfants qui grandirent bilingues et biculturels, également à l'aise avec les baguettes et les fourchettes, leur enseignant que l'identité n'avait pas besoin d'être singulière ou pure. Tomoko retourna vers ses enfants et passa le reste de sa vie à essayer de leur expliquer ce qu'elle avait appris, que la propagande était dangereuse, que remettre en question l'autorité n'était pas seulement acceptable, mais nécessaire, que leurs valeurs en tant qu'êtres humains ne venaient pas du service à l'État, mais de leur humanité inhérente. La plupart des femmes ne parlèrent jamais publiquement de leur temps en tant que prisonnières. La honte était trop profonde, les contradictions trop douloureuses. Mais en privé, dans des conversations avec leurs filles et petites-filles, elles transmirent ce qu'elles avaient appris. Elles enseignèrent à la prochaine génération à questionner, à penser de manière critique, à reconnaître la propagande quand elles la voyaient. Elles leur enseignèrent que l'ennemi n'est pas toujours celui qu'on vous dit qu'il est. Et parfois les personnes qui vous traitent avec le plus d'humanité sont celles auxquelles vous vous attendez le moins. Et ainsi le savon, le chocolat, les draps propres, tout cela devint plus que de simples objets physiques. Ils devinrent des symboles de l'arme la plus dévastatrice que l'Amérique possédait. La simple croyance que chaque vie humaine avait de la valeur, même les vies ennemies, même les vies de ceux qui avaient combattu contre vous. Pour ces femmes prisonnières japonaises, le goût du chocolat et l'odeur du savon devinrent la preuve que tout ce qu'on leur avait enseigné était un mensonge, que l'ennemi pouvait montrer de la miséricorde, que la dignité était plus puissante que la cruauté, que parfois la chose la plus difficile à porter n'est pas la haine, mais la gentillesse de ceux dont vous vous attendiez à ce qu'ils vous haïssent. Ko, dans ces dernières années, raconta à sa nièce son temps dans le camp américain. La jeune femme, née des décennies après la fin de la guerre, écoutait avec de grands yeux. « Alors les Américains ont été bons envers toi ?» demanda-t-elle. Ko secoua lentement la tête. « Ce n'est pas si simple. Ils ont largué des bombes atomiques sur nos villes. Ils ont tué des centaines de milliers de civils. Ils étaient capables de choses terribles.
Elle fit une pause, regardant par la fenêtre le Tokyo moderne, tout de verre et d'acier et de prospérité. Mais ils étaient aussi capables de miséricorde, de traiter leurs ennemis avec dignité. Et cette miséricorde m'a changé plus que n'importe quelle punition n'aurait pu le faire. Elle m'a fait tout remettre en question. Et ces questions m'ont mené à la vérité. Une vérité douloureuse, mais une vérité néanmoins. Elle sourit tristement. J'ai passé toute ma vie à essayer de transmettre ce que j'ai appris. Que votre ennemi pourrait vous traiter mieux que votre propre peuple. Que la propagande est toujours un mensonge, peu importe qui la prononce. Que la dignité humaine transcende les frontières et le nationalisme. Ces leçons m'ont coûté tout ce en quoi je croyais autrefois. Mais elles m'ont donné quelque chose de plus précieux. La capacité de voir clairement. C'est l'histoire qui mérite d'être rappelée. Ces femmes qui ont découvert que le véritable champ de bataille n'était pas entre les nations, mais entre les idéologies. L'une qui voyait les humains comme des outils, et l'autre qui les voyait comme des individus valant la peine d'être protégés, même lorsqu'ils étaient vos ennemis. Si cette histoire vous a ému, veuillez vous abonner à cette chaîne et appuyer sur la cloche de notification. L'histoire est pleine de vérités inconfortables comme celle-ci, des histoires qui remettent en question ce que nous pensons savoir sur les ennemis et les alliés, sur la guerre et la paix, sur qui sont les véritables monstres. Ces histoires importent. Elles nous rappellent que l'humanité peut exister même dans les moments les plus sombres, et que parfois l'arme la plus dangereuse est la simple gentillesse. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Laissez un commentaire nous disant ce que vous en pensez. Et rappelez-vous, le passé a des leçons pour nous si nous sommes assez courageux pour